Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous au sujet de la section 2 de plurilinguisme sur les puissances du monde. Alors tout d'abord vous remercier pour tout ce que vous avez produit, tout ce que vous avez partagé, tout ce que vous avez mis en commun. Je crois que c'est ça aussi le sens de notre formation, c'est que le cours il se constitue effectivement des ressources que je propose, des activités que je mets en place, mais aussi et surtout de tout ce que vous partagez, tout ce que vous amenez comme avis, comme élément. Alors une langue puissance dans le monde, vous avez bien vu un certain nombre de choses, qu'il y avait plein de critères. Le critère le plus souvent mis en avant, c'est le nombre de locuteurs. On voit que ce n'est pas le seul, et on voit que par exemple pour le mandarin qui est parlé par de très très nombreux locuteurs, certes ça lui donne une certaine puissance, mais c'est une puissance toute relative dans la mesure où c'est une langue qui n'est essentiellement que parlée dans une zone géographique délimitée, même si de plus en plus, pour des raisons économiques, et on le voit chacun avec nos proches, avec des amis, etc., la nécessité de parler le mandarin pour faire du business, pour faire des affaires est essentielle. Mais ça reste souvent sur des champs qui sont uniquement liés aux professionnels. Ainsi, par exemple, quand la communauté chinoise se développe en Afrique ou dans certains pays, elle reste très refermée sur elle-même et le développement du mandarin ne se fait pas par ce biais-là. Autre élément pour montrer qu'une langue est puissante, c'est si on l'a codée, si on l'a normée. Et effectivement, dès lors qu'une langue a été normée, codée, c'est-à-dire structurée à l'écrit, avec des dictionnaires, avec des grammaires, elle est d'autant plus facilement diffusable, elle est d'autant plus facilement stabilisée. Et donc ça lui donne un certain poids, si ce n'est un poids certain, surtout si ça s'est fait dans l'histoire depuis déjà un certain temps. Ça c'est un deuxième point. Troisième point, le fait qu'une langue soit parlée comme langue seconde dans énormément d'endroits. Et tout de suite, on peut évoquer les langues de colonisation avec essentiellement l'anglais. L'anglais qui, au-delà d'être parlé comme langue une dans pas mal de territoires, est langue 2 dans de très nombreux territoires et souvent langue véhiculaire dans plein de champs sociaux, le commerce, le business, la banque, les affaires, etc. C'est ce qui lui confère effectivement un poids énorme. Et en plus, au-delà de ça, elle est portée par des pays qui ont un poids, une influence sur le monde, économiquement, culturellement, socialement, notamment les États-Unis. À ce titre, on le voit nous-mêmes dans l'évolution de notre langue française, au-delà à partir des emprunts qui sont faits aux langues, il y en a toujours eu dans l'histoire, que la plupart des emprunts se font maintenant à partir de l'anglais, dans le cas de la médiatisation permanente, donc du contact des langues qu'il y a de manière permanente à travers les différents médias auxquels on est confronté. Donc ça c'est une troisième raison. Langues historiques aussi, qui sont des langues de colonisation, donc le français, l'espagnol, etc. Des langues comme l'arabe, qui sont aussi très structurées, qui sont écrites depuis très longtemps, auxquelles on associe aussi une valeur culturelle très forte. Hein, voilà. Donc ça, ce sont des critères. Euh, des langues qui sont enseignées, bien sûr, si elles sont enseignées, si elles sont langues d'enseignement, ce sont des langues qui perdurent, qui se développent, qui se stabilisent, qui restent. Alors de là à s'ouvrir au monde et à être partagées par d'autres, c'est une autre histoire. Autre poids associé, je l'ai évoqué d'une certaine manière à travers ce que j'ai dit pour l'anglais, le poids économique qu'il y a derrière. Je vous donne un tout petit exemple par rapport au contexte actuel, la Catalogne. Le catalan est parlé dans une toute petite zone du monde, en Catalogne espagnole et en partie, mais moins en Catalogne française, autour de Perpignan. Et pourquoi la Catalogne à l'heure actuelle veut-elle l'indépendance? Pourquoi elle peut se le permettre? Pourquoi elle souhaite le faire? C'est parce qu'elle sait qu'elle a un poids économique énorme, elle a un poids aussi historique énorme. La langue qui est son marqueur identitaire le plus fort, le catalan, est une langue qui est écrite depuis très longtemps, qui est enseignée, qui a un poids, qui a même eu un poids dans l'histoire, puisque ça a été une façon aussi de s'opposer à Franco. Donc on voit aussi que ça peut être au-delà du nombre, au-delà de la diffusion, c'est le poids économique qui est associé au peuple qui parle cette langue, à la région où l'on parle cette langue. Voilà, donc des critères quand même qui sont cumulés. Alors quand on les cumule tous, eh bien sûr, ça fait beaucoup de choses. Pour résumer, nombre de locuteurs, diffusion géographique dans le monde, langue 2, donc véhiculaire pour beaucoup de pays, langue avec une histoire, une culture, langue structurée d'un point de vue normatif, c'est-à-dire essentiellement par l'écrit, langue qui est une langue internationale,
Voilà, et puis langue portée par aussi des pays ou des communautés qui économiquement et financièrement sont puissantes. Voilà, merci en tout cas pour vos partages. J'ai lu pas mal de choses, j'ai appris pas mal de choses aussi, puisque vous avez mis pas mal de documentation. Et à la prochaine fois. Merci.